Le conseil de paix proposé par Donald Trump fait déjà couler beaucoup d'encre. Une question intrigue particulièrement. Pourquoi, parmi tout le continent africain, seuls le Maroc et l'Égypte ont été retenus pour représenter l'Afrique? Choix stratégique, poids diplomatique ou alignement politique? Dans cette vidéo, on décrypte les raisons de cette sélection et ce qu'elle révèle des rapports de force internationaux. Restez bien jusqu'à la fin. Mais je pense que le Maroc et l'Égypte ont été invités en tant que d'abord pays arabes avant d'être des pays africains. Le Conseil de la paix est extrêmement étroitement lié à la question palestinienne, à la problématique de Gaza. Donc est-ce que le Conseil de la paix pourra peut-être plus tard traiter d'autres conflits régionaux, d'autres problématiques régionales ou internationales? On n'en est pas sûr. Pour le moment, son architecture, elle est dédiée à la question de Gaza. La question de Gaza, elle concerne avant tout les pays arabes et musulmans, avant les pays africains. C'est pour ça, peut-être pour en débattre tout à l'heure, le statut de l'Égypte et du Maroc a été privilégié et pas d'autres pays africains. Abdelkerim. Alors, toute initiative qui veut régler des conflits qui durent depuis des décennies est la bienvenue. Mais contrairement à mes deux co-débatteurs, quand on lit la charte de ce conseil, on voit très bien que ce n'est pas en coordination avec l'ONU, pas sous le parrainage de l'ONU, mais Donald Trump veut créer un conseil qui peut-être permettra de régler rapidement des conflits qui s'enlisent en essayant de mettre le focus sur des acteurs clés. Mais le problème, c'est qu'en même temps que Trump demande à créer, à adhérer dans ces conseils, en même temps critique l'ONU pour son échec, pour son inefficacité. Donc maintenant, le risque, c'est quoi? On peut se retrouver avec des conseils et des institutions parallèles. Le conseil est battu sur vraiment l'unilatéralisme, où on voit très bien la toute puissance de Trump. Parce que quand on lit la charte, vraiment, il est président à vie, c'est lui qui sélectionne les membres. C'est assez transactionnel, et c'est ça là où c'est un peu compliqué, parce qu'il faut payer 1 milliard pour y être membre permanent. Donc finalement, qu'est-ce que ce conseil différencie de l'ONU? Puisque l'ONU aussi a été critiquée par les pays africains, par ses monopole des 5 puissances qui sont des membres permanents et qui ont des vétos et qui empêchent les pays africains aussi d'avoir accès, alors que les pays africains demandaient justement la réforme de l'ONU. Est-ce que le Conseil permet de trouver une solution à la problématique de l'ONU, ou le Conseil permet de créer une autre organisation, peut-être en partant du Conseil, comme en 1945 avec la fin de l'SDN? Est-ce que le Conseil peut-être est le prélude de la fin de l'ONU? Maintenant, pour les pays qui ont été sélectionnés, le Maroc et l'Égypte, si le Conseil a été créé d'abord pour Gaza, c'est tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les deux pays sélectionnés, ce sont les deux pays qui ont un rôle majeur. L'Égypte, sur le plan de la sécurité stratégique, qui est en frontière avec Gaza et qui gère justement ces flux et ces relations avec Gaza. Et on voit très bien aussi le Maroc, qui aujourd'hui est un pays qui est diplomatiquement, stratégiquement, qui peut parler avec tout le monde. Le Maroc parle avec Israël, dans le cadre de l'accord d'Abraham. Le Maroc parle avec les États-Unis. Le Maroc parle avec d'autres pays. Donc peut-être que le rôle du Maroc, aussi le Maroc est sur la position de deux États dans la solution des conflits. Donc peut-être que le Maroc pourra défendre cette option de deux États que peut-être Netanyahou n'accepte pas, ne veut pas entendre. Donc la présence du Maroc et la présence de l'Égypte peut-être permettra d'avoir des leviers, justement, de régler ces conflits au Moyen-Orient une fois pour toutes. Ce n'est pas en tant que représentation africaine, mais plutôt en tant qu'acteur qui permet peut-être d'apporter des outils pour régler ces problèmes-là. Monsieur Yamani, par rapport à tout ce qui s'est dit, est-ce que vous êtes en phase avec les analyses que vous avez entendues, et pourquoi le Maroc et l'Égypte? Je pense qu'il y a deux questions dans votre question. D'abord, le pourquoi du Board of Peace et pourquoi le Maroc et l'Égypte. Le Board of Peace, je pense qu'il répond à deux objectifs. Trump, depuis son arrivée, a essayé d'intervenir sur pas mal de zones de conflit, notamment, par exemple, entre le Rwanda et la RDC. Et je pense que là, il a cherché à pérenniser son action en créant une structure. Une structure qui aura un point d'entrée, le conflit de Gaza. Mais je pense que cette structure ne s'arrêtera pas uniquement à une intervention sur le dossier israélo-palestinien. Donc ça, c'est pour ce qui relève de la création de cette structure Board of Peace. Maintenant, en ce qui concerne l'intervention, enfin l'invitation qui a été faite au Maroc et la participation de l'Égypte, je pense tout simplement que, en ce qui concerne le Maroc, même s'il est loin géographiquement, il est très proche du dossier. Et le Maroc a une présence depuis très longtemps dans la ville d'Al-Quds, à Jérusalem. Le Maroc a une très forte communauté binationale en Israël, près d'1 million de personnes. Et le Maroc a un rôle à jouer par la présidence du comité Al-Quds, par le relationnel, etc. Et aussi, le Maroc, depuis quelques années, se place sur la scène géopolitique internationale comme un acteur qui connaît une montée en puissance. Concernant l'Égypte, je pense que là, la participation de l'Égypte, elle est, je dirais, évidente, puisque l'Égypte, c'est le pays, en termes de superficie, en termes de population, le plus important de la région, et surtout, c'est un pays qui est frontalier avec Gaza et avec Israël.
Ouais, bon, l'Égypte, c'est un médiateur, effectivement, dans la région. Nicolas Conquer, on est là véritablement dans la continuité des accords d'Abraham. Il s'agit de réaffirmer, de confirmer justement ces accords d'Abraham. On l'avait vu d'ailleurs au début de son mandat, une des premières tournées qu'a fait Trump et son administration, c'était auprès des pays du Golfe. Il avait une tournée avec beaucoup de succès en Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, à noter qu'il n'était pas passé par Israël lors de ce voyage-là. Il y aurait d'autres occasions pour lui d'aller à la Knesset, mais c'est un autre sujet. Donc effectivement, on est dans une dynamique où après les premiers accords d'Abraham qui avaient été faits dans son premier mandat, il y a une volonté de l'élargir à d'autres pays. Désormais, même avec le nouveau gouvernement syrien, on compose de manière réaliste avec quelles sont les forces au pouvoir et donc de les venir les agréger et d'œuvrer à cette stabilité et de s'appuyer sur le rôle pivot de ces deux pays, comme ce qui a pu être dit, comme voilà, des forces de stabilisation, leur dynamisme, leur pragmatisme et le fait qu'ils aient aussi pu joindre les accords d'Abraham. Donc je pense que effectivement, c'est dans une vision 2.0 des accords d'Abraham qui avaient déjà été posés durant le premier mandat. Et quelles sont les attentes de l'administration Trump vis-à-vis justement de la présence marocaine et égyptienne au sein de ce Conseil de paix? Alors avant les attentes, peut-être de dire qui est à la manœuvre. Évidemment, Trump s'est un peu autoproclamé leader de ce Conseil de la paix, mais derrière, un des artisans, c'est notamment son gendre Jared Kushner, dont on a pu parler sur cette émission, mais donc accessoirement aussi qui est le fils de l'ambassadeur américain à Paris. Jared Kushner avait été l'artisan de ces premiers accords d'Abraham, qui avait quand même cette capacité à faire parler les pays arabes comme l'État hébreu. Et donc leur volonté, c'est clairement de pouvoir mettre fin à cette guerre territoriale de tous ces conflits régionaux qui génèrent d'ailleurs des drames migratoires et des instabilités régionales qui peuvent porter atteinte tant aux intérêts américains que déstabiliser toute une région et créer des grands problèmes migratoires. Donc il y a à mon avis une volonté de stabiliser et de mettre fin à des puissances hostiles qui profitent de cette instabilité régionale, notamment ce qui est d'ailleurs pas forcément dans notre cœur de sujet, mais le régime iranien des mollahs qui est accessoirement vraiment dans une pression très importante menée par une armada américaine en vue de pouvoir libérer le peuple iranien de la férule du régime des mollahs. Mais c'est un autre sujet, mais globalement, ils profitent de cette instabilité qui sévit dans le Moyen-Orient et qui, par tache d'huile aussi, répercute sur toute la région Maghreb et par voie de fait aussi sur l'Afrique. Donc il y a une vraie volonté d'arriver à stabiliser. Et dernier point, rappelons-le, qu'il y a quand même cette logique des Américains qui est définie dans leur stratégie de sécurité nationale avec deux régions qui sont visées, tant le Moyen-Orient que l'Afrique. Le Moyen-Orient consistant à dire qu'on va cesser de mener des guerres dans une logique de prédation de pétrole. Rappelons que désormais les Américains sont producteurs nets de pétrole, ils produisent plus que ce qu'ils exportent, ce qu'ils importent, pardon. Et il y a aussi cette logique de dire que c'est pas une volonté interventionniste, et c'est vraiment marqué noir sur blanc, auprès des pays africains. Donc il n'y a pas une volonté de s'ingérer et de venir souvent causer des troubles, même si, comme on l'a dit, en lien avec le Congo et le Rwanda, c'était dans une logique de stabilisation et de mettre fin à... Alors sur la logique interventionniste, je pense que vous allez réagir, mais justement, ce Conseil de paix, il revendique des prérogatives plus larges que la résolution de la situation gazaoui aujourd'hui. Donc il s'agit effectivement de s'intéresser à tous les conflits. Il y en a beaucoup sur le continent, le Soudan, la Libye. Tout à l'heure, on évoquait la RDC et l'Est de la RDC, avec la rébellion justement qui est soutenue par le Rwanda là-dessus justement. Est-ce que dans quelle mesure ces deux nations que sont le Maroc et l'Égypte vont pouvoir peser pour régler ces conflits en cours sur le continent africain? Samantha, je pense qu'il faut être réaliste. Le Maroc et l'Égypte d'abord vont défendre leurs intérêts. Ce ne sont pas des puissances régionales en Afrique qui pourront apporter des solutions aux problèmes africains. L'Égypte elle-même, elle a du mal à gérer le dossier soudanais. Elle a un gros problème avec l'Éthiopie qui un jour se règle, un jour ne se règle pas. L'Égypte, elle est dans le Conseil de la paix pour des raisons très simples. D'abord, c'est sa sécurité nationale qui se joue à Gaza. Gaza, on ne peut pas parler de Gaza sans parler de l'Égypte. L'Égypte est un acteur important de la problématique de Gaza. C'est un pays aussi qui est très endetté. N'oublions pas que le Conseil de la paix, ce qui le rend plus séduisant que l'ONU, c'est qu'il parle beaucoup de business, on parle beaucoup de fonds, d'investissements. On essaye d'expliquer que le droit international aujourd'hui ne suffit pas. Ne suffit pas. L'humanité, l'ordre international a besoin de créer des richesses, elle a besoin de créer de la valeur ajoutée. Donc l'Égypte, elle ne peut pas se permettre d'être absente dans n'importe quel événement qui concerne l'avenir de Gaza. Tout ce qui se passe à Gaza aura un impact direct sur l'Égypte. Le Maroc, il a aussi d'autres buts. C'est le Sahara occidental. Pas mentir. Le Maroc, il est là au Conseil de la paix pour renforcer son atlantisme, qu'on le veuille ou non. S'il n'y avait pas la normalisation entre le Maroc et Israël et l'alignement du Maroc sur l'administration, les positions de l'administration Trump, le Maroc n'aurait jamais connu autant d'avancées sur la question du Sahara occidental. Et l'objectif du Maroc, je pense, on verra ce que notre ami marocain on pense de cette analyse-là, c'est que le Conseil de la paix puisse s'emparer par la suite du problème du Sahara occidental. C'est qu'aujourd'hui, le seul médiateur qui s'est proposé pour régler le problème du Sahara occidental définitivement. Vous voulez dire avec l'Algérie? Avec l'Algérie, bien sûr, c'est les États-Unis d'Amérique. Massad Boulos était hier à Alger. Non, parce qu'il y a eu des progrès à l'ONU sur cette question et que. Des progrès qui n'ont pas dans le sens d'une reconnaissance du plan d'autonomie. Oui, mais des progrès qui n'ont pas encore réglé le problème, Samantha. Le Conseil de la paix, le Maroc pourrait exploiter cette opportunité. Le Maroc est beaucoup plus dans le Conseil de la paix pour le Sahara occidental que pour Gaza. Parce que Gaza, le Maroc n'est pas vraiment directement concerné. Il faut qu'on soit sincère. Il y a un problème qui est le Sahara occidental. Le Maroc a envie de le clore définitivement et d'imposer sa souveraineté. Et le Conseil de la paix pourrait être un outil de pression et un espace idéal pour la diplomatie marocaine pour amener les autres parties concernées par ce conflit, qui sont l'Algérie, le Front Polisario et le Mauritanie, à trouver une solution. Et effectivement, le Conseil de la paix peut être le format utile. L'Union africaine a échoué à résoudre ce conflit. L'ONU a échoué clairement à résoudre ce conflit. Donc, si le Conseil de la paix peut apporter une solution, naturellement, on ne peut que s'en réjouir.